Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et cette semaine dans l'actualité, les sénateurs font de la résistance. Le texte sur le non-cumul des mandats, tel que le voulait le gouvernement, a été voté, mais largement modifié. Les parlementaires de la Chambre haute ont fait adopter un amendement qui leur permet de créer une exception sénatoriale. Et on reviendra sur la phrase de la semaine, le positionnement de François Fillon sur le Front National. Un communiqué commun de l'UMP a mis fin à la polémique, mais l'incident est-il vraiment clos ? Le plus de l'hebdo vous fera découvrir cette semaine, si vous ne le connaissez pas encore, la série du moment sur Canal+. Elle nous vient des États-Unis, House of Cards, l'univers impitoyable de la politique américaine. On en parlera avec notre invité à la fin de cette émission. Et notre invitée cette semaine, Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première émission de la nouvelle saison de Parlement Hebdo, ancienne ministre, députée UMP des Yvelines, secrétaire générale déléguée du parti et présidente du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France. Voulez-vous vraiment sortir de la crise ? C'est le livre que vous sortez aux éditions Albin Michel. On en parle beaucoup, à la fois un bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy et beaucoup de propositions de réformes, tout un programme. Vous dites beaucoup de choses, ni la droite ni la gauche n'ont eu le courage d'engager les vraies réformes et vous appelez les Français à consentir à des sacrifices. Alors il y a beaucoup de propositions dans ce livre. Si vous deviez en retenir une seule qui serait prioritaire à mettre en œuvre demain, quelle serait-elle ? Oh là là, une seule, c'est difficile, mais en réalité, plus urgente. Non, mais il y a une philosophie derrière le livre. C'est qu'il va falloir travailler davantage collectivement, dépenser moins, et en même temps que le travail paye. Et je crois que ça résume assez bien le livre. Alors, ça se traduit comment concrètement ? Par exemple, par le retour aux 39 heures dans la fonction publique, mais avec un gain salarial conséquent. Ça se traduit par l'assouplissement des 35 heures dans le secteur privé, avec le choix pour les entreprises du temps de travail. Mais il y a des propositions aussi sur la réforme du bac, sur la fusion département-région, qui sont absolument cruciales si on veut vraiment faire des économies. Valérie Pécresse, il y a beaucoup de propositions, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un inventaire de tout ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez au gouvernement ? L'inventaire, il est nécessaire et il est utile. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand je croise des Français dans la rue, ils me disent « Maintenant, vous vous opposez, on a compris, à François Hollande, mais qu'est-ce que vous proposez ?» Et puis dès que je propose quelque chose, alors que ce soit sur l'école, la formation professionnelle, l'environnement, on me dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Vous avez été au pouvoir 10 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Donc il faut faire cet inventaire, non pas pour chercher des responsables, mais pour identifier les causes des blocages de la société française. Est-ce que c'est le même inventaire que veut Jean-François Copé ou pas ? Ah, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est un travail très, très réfléchi, très serein. Mon objectif, c'est pas, je vous dis, de faire de l'autoflagellation. Mon objectif, c'est de débloquer la France, de débloquer, de trouver les leviers de réforme. Il y a des choses qu'on a réussies. On a tenu face à la rue, sur l'université, on a repoussé l'âge de départ à la retraite. Donc il y a des choses qu'on a faites qui sont formidables. Il y a des endroits où on a calé. Vous dites quand même, page 49, vous avez dû plier, édulcorer, repousser certaines réformes parce que finalement la France a du mal à se réformer. C'est quoi les blocages ? C'est la rue qui paralyse ? C'est quoi les blocages ? Il y a la rue. La violence paralysante. Et j'essaye de raconter dans le livre ce que c'est que de faire une réforme de l'université avec 9 mois de blocage, 170 évacuations de fac, le spectre de Malik Oussekine et du risque d'un accident qui fait peur. Et on a vécu tout le quinquennat sous la menace de la rue. Contrairement à ce qui a été dit, en réalité, sur toutes les réformes sociales, on vivait sous cette menace. Donc, on a reculé. On a reculé sur le lycée, qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, la rue. Le dialogue social. Je raconte aussi les coulisses du dialogue social, comment on est dans un jeu de rôle, comment les partenaires sociaux n'assument pas forcément leur rôle de partenaire. Pour réussir des réformes. Oui, alors il y a aussi ce sujet, et c'est aussi l'un des sujets majeurs, la France silencieuse. La France silencieuse, celle qui est convaincue qu'il faut fusionner. Vous leur demandez de parler maintenant aujourd'hui, de se réveiller. Je leur demande de s'exprimer. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Aujourd'hui, il faut on lance des mouvements, des débats d'idées. C'est l'année des propositions pour l'UMP 2013. Et puis enfin, il y a un sujet, c'est, j'allais dire, notre mythe de la réforme cathédrale. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes le pays de Descartes. On veut une réforme où il y a tout dedans. Et la réforme où il y a tout dedans, ça marche pas. Parce que la réforme, en fait, c'est un élastique. Vous tirez sur l'élastique et il faut surtout le tirer le plus loin possible sans qu'il vous
éclatent à la figure. Voilà. Donc il faut Valérie Pécresse, jamais si vous le aller voulez trop bien. loin. Jamais aller trop loin. Vous avez parlé de l'UMP, je vais vous parler évidemment de ce début de semaine où il y a eu une légère poussée de fièvre pour votre parti. On en vient tout de suite. Mais d'abord les faits, évidemment, le parti se déchire sur l'attitude à adopter face au Front National après les propos notamment de François Fillon, une nouvelle crise sur fond de bataille des chefs. Le résumé de Germain Andrieux. Il aura fallu près de 10 jours à François Fillon pour s'expliquer. À la sortie du comité stratégique de l'UMP, l'ancien Premier ministre fait disparaître toute ambiguïté. J'ai expliqué à mes amis politiques que j'avais combattu le Front National toute ma vie et que je n'avais pas l'intention de changer de position. Que j'avais toujours combattu les alliances avec le Front National et que je les combattrai toujours. Et enfin qu'à titre personnel, jamais je ne voterai pour un candidat du Front National. Mais tous les doutes sont-ils levés? Tout part de cette déclaration il y a 10 jours. La question posée est simple, que faire aux prochaines élections municipales en cas de duel PS-FN? Si jamais ce genre de situation se produit, je dis à mes amis, choisissez le moins sectaire. Donc un PS peut être plus sectaire qu'un Front National? Ça peut arriver. Autrement dit, une brèche est ouverte en faveur d'un candidat du Front National. François Fillon franchit la ligne rouge. Jean-Pierre Raffarin menace de quitter l'UMP. Incompréhension de Xavier Bertrand, Bruno Le Maire ou encore Alain Juppé. Sur son blog, il refuse de croire à un calcul politique pour un repositionnement tactique avec en ligne de mire les primaires en 2016. À l'arrivée, un consensus est adopté à l'unanimité. Une nouvelle consigne qui plaît à tout le monde contre les socialistes, les extrémismes et les sectarismes. On passe du nini au contre-contre et donc les choses ne changent pas sur le fond. En réalité, c'est une évolution sémantique sur une position qui n'a pas changé. Une ligne officielle presque identique et surtout l'apaisement. Pas question de réveiller la guerre des chefs à quelques mois des élections municipales où, selon un dernier sondage, plus d'un sympathisant UMP sur 2 souhaite des alliances avec le Front National. Alors on en parle avec vous, Valérie Pécresse, mais d'abord, un éclairage, on retrouve notre éditorialiste, Denis Jambard. Bonjour. Alors François Fillon et Jean-François Copé ont calmé le jeu, mais tout n'est pas forcément réglé. Est-ce qu'aujourd'hui l'UMP est menacée d'implosion ? Oui, c'est le discours dominant des commentateurs. L'UMP va exploser. Moi, je n'y crois pas du tout. Vous savez, dans le passé, on a souvent annoncé l'explosion des grands partis. Le PS, combien de fois on nous l'a raconté, ça ne s'est jamais produit. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que je pense que les intérêts qui unissent les gens de l'UMP sont supérieurs aux inconvénients qui subiraient en se séparant. Et notamment aujourd'hui, je crois qu'il y a la contrainte de l'agenda électoral qui fait que c'est impossible que l'UMP se divise. Elle vit sous la contrainte d'un calendrier qui a d'ailleurs été très largement accéléré par le quinquennat. Moi, je crois qu'on ne se rend pas compte, qu'on ne mesure pas très bien à quel point le quinquennat a modifié les rythmes politiques et les contraintes politiques. Si l'UMP avait dû exploser, et c'est peut-être d'ailleurs se recomposer, c'est peut-être d'ailleurs une occasion ratée. Je sais que des amis de François Fillon, quelques-uns le poussaient à sortir du parti au moment où il y a le conflit avec Jean-François Copé, mais ça aurait dû se faire dans le souffle de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, tout s'est refigé et je pense que les intérêts bien compris électoraux de chacun et les calculs de chacun les obligent à rester ensemble. Valérie Pécresse, un petit mot quand même sur l'analyse et puis après on va venir sur le fond de cette affaire. Ah mais moi je pense que l'UMP a rétabli vraiment une position unanime, qu'aujourd'hui tout le monde est complètement rassemblé et qu'il n'y a aucun risque d'implosion. En revanche, le communiqué commun, on peut dire quand même que c'est uniquement pour calmer le feu, halte au feu, on calme tout le monde. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le communiqué commun, c'est notre ligne politique. L'UMP, moi je suis partisane que l'UMP aujourd'hui tranche les questions. On a un comité politique qui se réunit tous les mardis avec tous les ténors du parti, toutes les sensibilités du parti. Je pense qu'il faut que tous les mardis, on évoque les grands sujets, les retraites, les impôts, la ligne face au FN. Et je pense qu'il faut qu'on ait une ligne politique déterminée dans ce cadre de ce comité politique. Parce que, effectivement, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mais comme on a un problème de leadership et des voix qui s'expriment... Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership au sein du parti tant qu'on n'a pas désigné notre candidat à la présidentielle. Donc, tant qu'on n'a pas désigné ce candidat, eh bien, je pense que les voix s'exprimeront. Il faut qu'on ait une ligne politique commune et on l'a sur le FN et j'en suis très heureuse. C'est ça la droite décomplexée, notamment pour François Fillon, qui prend goût visiblement. Mais
Enfin, je veux dire, moi, je comprends pas cette expression. Je veux dire, moi, je mets. C'est pas la nôtre, c'est celle de Jean-François Copé. Non, mais on n'a tous aucun complexe. On a tous des propositions à faire. Le problème, c'est d'après d'en débattre. Est-ce que à l'UMP, on est pour le fait que les salaires nets doivent augmenter? Est-ce qu'on est pour la réforme du financement de la protection sociale? Est-ce qu'on est pour une règle d'or de stabilité fiscale pendant 5 ans? Est-ce qu'on est pour des alliances et du vote contre le Front National? On a réaffirmé qu'on était contre les socialistes et contre les extrêmes. Vous le réaffirmez, mais 50% des militants UMP, eux, sont prêts à des alliances pour les municipales. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces militants? Je leur réponds plusieurs choses. D'abord, c'est pas nouveau. En 97, en 98, quand je me suis engagée en politique, au moment des régionales, ce débat avait déjà lieu et les proportions étaient peu ou prou similaires. Le problème des militants, c'est qu'ils veulent gagner. Ils pensent que François Hollande emmène le pays dans le mur. Bon. Aujourd'hui, je leur réponds que nous allons nous adresser aux électeurs du Front National. Nous ne les ostraciserons pas, nous ne les oublierons pas, mais simplement que c'est nous qui avons les solutions. Et si j'ai passé 9 mois à écrire un certain nombre d'idées, c'est parce que je pense que c'est nous qui avons les solutions. La fermeture des frontières, la sortie de l'euro, c'est pas des solutions. Les solutions, elles sont dans des vraies réformes, de la justice, de la sécurité, de l'immigration, mais des vraies réformes. Denis Jeanbart. Oui, je réagis sur votre formule, une position unanime, peut-être sur le Front National, mais vous n'avez pas une position unanime, et d'ailleurs votre discours est contradictoire, il faut qu'on débatte, donc vous n'avez pas de position unanime. Et je pense que l'UMP va vivre sous tension, et que l'UMP ne peut pas vivre autrement que sous tension, tant qu'elle aura en effet pas réglé son problème de leadership à travers les primaires. Moi, je crois que on ne va pas pétrifier l'UMP pendant 2 ans. Je crois que 2013-2014, c'est le moment du débat d'idées à l'UMP. On peut assumer de ne pas être d'accord. Là, par exemple, je vous donne un exemple. Convention éducation, certains à l'UMP proposent un examen d'entrée en 6e et si les enfants ratent l'examen, ils restent en CM2 et ne rentrent pas au collège. Moi, je pense que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut effectivement évaluer le niveau des enfants à la sortie du primaire, mais qu'il faut au contraire que le collège s'organise pour accueillir de manière totalement différenciée les enfants selon leur niveau. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser des adolescents dans le primaire. Donc vous voyez qu'on a du débat à l'UMP sur le fond. Encore faut-il que ce débat soit organisé. Quand on interroge les cadres de l'UMP, ils disent que l'UMP aujourd'hui ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de véritable tête à la direction de l'UMP. Et au fond, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus une étiquette qu'un parti. Vous savez, Monsieur Jeanbart, l'autoflagellation, c'est le mal le plus répandu en France. Ça ne vaut pas que à l'intérieur de l'UMP, ça vaut aussi à l'intérieur du PS, dans le milieu politique. Non, mais attendez, moi je le dis très clairement, nous avons un sujet sur le leadership qui sera tranché le moment venu. Mais comme il sera tranché le moment venu, qu'est-ce que nous devons faire, nous, les cadres de l'UMP? On doit travailler sur la ligne politique pour infléchir la ligne. Et vous avez très bien dit que le quinquennat changeait beaucoup la nature des choses pour un parti politique. Quel est le rôle d'un parti politique quand on sait bien que c'est l'élection présidentielle qui commande tout? Est-ce qu'on se dit, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste pour organiser la campagne, ou est-ce que c'est le lieu où se définit la ligne? Pour moi, c'est le lieu où se définit la ligne. Vous l'avez dit tout à l'heure, les primaires, évidemment, et il y a une autre personnalité qui a fait son retour encore une fois cette semaine, celle de Nicolas Sarkozy. Vous avez peut-être vu cette petite phrase qui a fait le tour un peu partout des médias, la petite actu politique, je ne veux plus m'emmêler, la France c'est autre chose. Qu'est-ce que ça vous inspire? En tout cas, à la place qui est la mienne, ce que je veux, c'est infléchir le débat d'idées et les propositions pour la France du futur candidat. Si, parce que je dis, quel que soit le candidat de l'UMP en 2017, moi ce que je souhaite, c'est qu'il reprenne mes idées. Voilà. Et je pense que mon rôle en tant que quadragénaire, pardon de parler un tout petit peu de moi, mais je pense que mon rôle en tant que quadragénaire ayant 5 ans d'expérience ministérielle et 15 ans d'expérience politique, c'est d'apporter ma pierre au débat d'idées et de ne plus me faire imposer un programme par un leader qui n'aurait pas concerté son programme. À la question de Denis Jeanbart, François Fillon est toujours au fond votre favori pour la primaire et l'homme que vous souhaitez soutenir, y compris en essayant d'apporter votre contribution à son programme. Dernière question, dernière réponse. Moi, je partage le diagnostic de François Fillon sur l'état de la France et je pense que la France a besoin d'un réformateur serein. Comme vous n'avez pas été ébranlé par la question sur le Front National et je l'aurais été si François Fillon n'avait pas immédiatement rectifié. Je lui ai posé la question dès qu'on est sorti de l'émission sur Europe 1. Merci Denis Jeanbart pour cet éclairage. On reprend tout de suite le cours de la semaine avec mardi une grande avancée au Sénat.
La parité homme-femme adoptée en première lecture par les sénateurs, un projet de loi très symbolique et une mesure phare, la réforme du congé parental. Nathalie Guiouard. À la maison, au travail, la loi parité femmes-hommes veut toucher tous les domaines. L'une des mesures phares, la réforme du congé parental. Il s'agit d'inciter les pères à en prendre une partie. À partir du 1er juillet 2014, les parents d'un seul enfant qui ont aujourd'hui droit à 6 mois de congé pourront par exemple prendre 6 mois de plus, à une condition que le congé soit partagé entre les deux parents. Avec ces modifications, le gouvernement souhaite que le nombre d'hommes en congé parental passe de 18 000 actuellement à 100 000 d'ici la fin du quinquennat. Le projet de loi vise également à protéger les femmes victimes de violences en privilégiant l'éviction du conjoint violent du domicile du couple. La justice pourra le condamner à suivre à ses frais un stage de sensibilisation en plus des peines prononcées. Autre disposition, celle d'une garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Par ce mécanisme, les caisses d'allocation familiale pourront effectuer des saisies sur les prestations familiales des mauvais payeurs. Le but, aider les mères isolées. On estime que 40% de ces pensions ne sont pas versées ou ne le sont que partiellement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi égalité homme-femme et notamment aussi des nouvelles mesures qui sont prises pour éviter le sexisme? Est-ce que vous, personnellement, dans votre vie politique, vous avez souffert du sexisme? À de nombreuses reprises. D'ailleurs, si je suis en politique, c'est en réalité parce que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, on m'a refusé un travail qui me passionnait, dans un domaine qui me passionnait, le cinéma. Et comme je n'ai pas pu avoir ce travail, je suis restée au Conseil d'État et après, je me suis engagée en politique. Donc, vous voyez, c'est grâce à... C'est grâce... non, pas d'actrice. Mais c'était au Centre national de la cinématographie, très exactement. Donc, vous voyez qu'une décision sexiste m'a permis, discriminatoire, m'a permis aujourd'hui d'être en politique. Sur ce texte, est-ce que ça change radicalement la donne pour les femmes ou pas? Non, alors, moi je pense deux choses. D'abord, il y a un certain nombre de dispositions qui existent déjà peu ou prou. Si on améliore le dispositif sur les femmes battues, c'était moi qui avais fait voter la première mesure justement d'exclusion des conjoints violents du domicile il y a quelques années dans la loi divorce. Donc je pense que ces mesures sont bonnes. Je pense qu'il faut aller vraiment très loin sur le recouvrement des pensions alimentaires des femmes divorcées. J'espère que la loi améliorera la situation, même si je crois que tous ces dispositifs existent déjà. Mais moi, il y a une disposition de la loi qui me tracasse, c'est celle sur le congé parental. Oui. Parce que je pense qu'en réalité, Najat Vallaud-Belkacem s'est fait un peu avoir par Bercy. Bercy rêve depuis toujours de renier les avantages du congé parental. Et là, en donnant 6 mois, en réduisant de 6 mois le congé parental et en obligeant les pères à prendre les 6 derniers mois, on risque de plonger les familles dans des situations extrêmement délicates. Parce que si le père, pour X ou Y... non, oui, au niveau financier, au niveau des modes de garde. Si vous imaginez une mère qui a pris 2 ans et demi de congé parental, on lui dit, non, ça s'arrête, il faut que ce soit le père qui prenne le relais, mais l'enfant n'est accueilli à l'école qu'à 3 ans. Donc il y aura 6 mois de problème de garde. Le caractère obligatoire, pour moi, est dangereux et risque de plonger un certain nombre de femmes dans des situations, ou de familles, dans des situations extrêmement difficiles. Vous auriez proposé quoi, vous, à la place? Alors, moi, je pense que c'est pas mal de mettre une obligation symbolique pour les pères de prendre un peu de congé, mais le problème, c'est qu'en réalité, si on veut vraiment impliquer les pères dans l'éducation des enfants, je crois qu'il faudrait aller vers une autre mesure, qui est celle d'un congé de solidarité familiale, qui puisse être pris par les 2 parents, 6 mois pour chaque parent, et qui inciterait évidemment les pères à prendre leur congé sur toute la durée de vie de l'enfant. Valérie Pécresse, dans votre livre, vous en faites état aussi. On va parler des retraites qui s'invitent à la table du Conseil des ministres. Pour des personnes plus âgées. Pardon, la solidarité familiale, ça peut aussi être pour des personnes âgées. On va parler des retraites. Un allongement de la durée de cotisation à 43 ans en 2035, des mesures pour la prévention de la pénibilité pour les femmes. Le projet de loi est vivement critiqué, bien sûr, par la droite et le centre. Riem Benhammer. Juste et équilibré. À la sortie du Conseil des ministres, Marisol Touraine assure que la réforme permettra de sauver le système des retraites. C'est une réforme de progrès, une réforme d'avenir qui n'occulte pas les défis financiers à relever, mais indique que ces défis doivent être relevés de manière différente selon les carrières professionnelles. Le gouvernement choisit de ne pas toucher à l'âge légal fixé à 62 ans depuis 2010. En revanche, il poursuit l'allongement de la durée de cotisation. En 2035, 43 ans seront nécessaires pour toucher une pension à taux plein. La réforme prévoit aussi une hausse des cotisations vieillesse pour les salariés et le patronat.
hausse qui devrait atteindre 0,3% en 2017. En contrepartie, le gouvernement met l'accent sur la création d'un compte temps pénibilité. Il permettra aux salariés exerçant des métiers difficiles de partir plus tôt à la retraite ou de se reconvertir. Mais l'opposition dénonce une réforme à minima. Rien sur la convergence publique-privée, alors qu'on pouvait s'attendre à une évolution significative. Rien sur les régimes spéciaux. Et on peut dire qu'effectivement, cette inégalité perdure. La réforme pourrait être aussi considérée d'une certaine manière un peu hypocrite, puisqu'elle choisit le relèvement de la durée de cotisation plutôt que le report de l'âge légal. Selon plusieurs sondages, 8 Français sur 10 ne croient pas à cette réforme. Si elle ne suscite pas autant de grogne que celle de 2010, la mobilisation n'est pas finie pour autant. La CGT annonce des actions du 7 au 11 octobre, au moment même où les parlementaires examineront la loi dans l'hémicycle. Valérie Pécresse, on pourrait se demander pourquoi est-ce que pour une fois sur ce thème, il ne pourrait pas y avoir une forme d'union sacrée entre la droite et la gauche. Les retraites, ça concerne tout le monde. Mais vous avez raison, à condition qu'il y ait une réforme sur la table. Aujourd'hui, c'est pas une réforme. Mais c'est pas une réforme, c'est une hausse d'impôts. On va augmenter les cotisations des salariés et augmenter les cotisations des employeurs. C'est une réforme. Mais enfin, c'est pas une réforme, c'est une hausse d'impôt. Une hausse d'impôt qui va baisser le pouvoir d'achat et baisser et rendre l'emploi plus cher. Donc, qui va créer du chômage. Donc, je suis désolée, mais c'est la mauvaise solution. Il fallait travailler, si on aurait pu travailler ensemble sur le report de l'âge légal, sur l'allongement de la durée de cotisation. On est plutôt d'accord. Mais sauf qu'en faisant l'allongement de la durée de cotisation et pas le report de l'âge légal, le gouvernement choisit. Il fait peser tout l'effort sur la génération des moins de 40 ans. Quelle est la bonne mesure alors à prendre pour Mais je crois qu'il faut, enfin nous avons une position très claire. C'est ni baisse des retraites, ni hausse des cotisations, ni l'un ni l'autre. On travaille davantage et évidemment dans ces cadres-là, on peut envisager la création d'un fonds pénibilité, mais pas de fonds pénibilité si on n'a pas assumé le report de l'âge légal. Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux dans cette réforme. Rien, il n'y a pas, notamment sur la pénibilité peut-être. Si, mais je vous le dis. Mais le problème du fonds de pénibilité, c'est qu'il doit accompagner. C'est un donnant-donnant le fonds de pénibilité. Si on donne mais là, ça n'existe pas, donc vous n'êtes pas d'accord. Si on donne un avantage supplémentaire aux salariés parce qu'ils ont eu des métiers pénibles, il faut en même temps qu'on soit cohérent, qu'on leur dise qu'il faudra travailler un petit peu plus longtemps. De toutes les façons, on le sait bien, on regarde l'allongement de la durée de la vie. Cette réforme, elle ne permet que de couvrir un tiers du chemin qu'il faut faire d'ici 2020. Et j'ajoute qu'elle est injuste puisque il n'y a pas de rapprochement avec le public. Si vous arrivez au pouvoir en 2017, est-ce qu'il y aura une nouvelle réforme des retraites ? Mais il y aura vraisemblablement un trou que nous aura laissé dans le financement. À nouveau réformé. Il y aura vraisemblablement un trou. Le bouclage financier de cette réforme n'est pas assuré. Ça n'est pas une réforme, c'est une hausse d'impôts. Et nous, on n'augmentera pas les impôts en 2017. Et vous toucheriez aux régimes spéciaux, qui est quand même l'un des problèmes aussi. Mais il faudrait accélérer la réforme que nous avons mise en œuvre en 2010. Et effectivement, il faut aller plus loin et plus vite dans la convergence des régimes publics-privés. Sinon, les Français jugeront ça extraordinairement injuste, que les augmentations de cotisations touchent essentiellement les salariés du privé. Alors Valérie Pécresse, c'était aussi l'heure de vérité pour la mesure phare du gouvernement Hollande. Les députés ont fait un premier bilan des emplois et des verdicts pas si mal, mais à améliorer. Après la mise en place des emplois d'avenir, les 6 députés en charge de l'évaluation du dispositif rendent leur copie. 150 pages pour un bilan positif, même si quelques ajustements sont évoqués. Il n'y a pas d'égalité dans les territoires. Quand vous habitez en ville, quand vous habitez en zone urbaine sensible, il y a moins d'emplois qui sont créés, simplement parce que dans ces territoires-là, il y a moins d'emplois. Et donc, par exemple, je propose que ce qu'on appelle les grands comptes, c'est-à-dire la Poste, la SNCF, la RATP, les hôpitaux, ils offrent plus d'emplois dans ces territoires-là qu'ailleurs pour compenser le fait qu'il y ait plus de difficultés. Ces emplois d'avenir sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés qui résident dans des zones marquées par le chômage. Par ce dispositif, les employeurs s'engagent à embaucher des jeunes en CDI ou en CDD et en contrepartie, ils reçoivent une aide financière de l'État. 75% du salaire et des charges sociales sont payés par le gouvernement. 56 000 contrats ont été signés en 8 mois. L'État prévoit d'en signer 100 000 d'ici la fin de l'année. Pour l'opposition, ce coup d'accélérateur est motivé par une stratégie politique de François Hollande. Ces emplois d'avenir, qui ne sont pas un dispositif génial d'ailleurs, ont été retenus, restreints, pour assurer le maximum d'emplois d'avenir en fin d'année, pour permettre à François Hollande de tenir son engagement d'inversion totalement artificielle de la courbe de chômage en fin d'année. Les contrats d'avenir vont coûter 2 milliards d'euros pour l'année 2013. L'État a pour objectif d'en signer 150 000 d'ici 2014.
Quand la droite était au pouvoir, elle a eu aussi recours à ce type d'instrument, ce type d'emploi. Finalement, c'est pas une si mauvaise mesure que ça. On va se dire la vérité. L'économie française est très malade. Elle souffre d'un grave problème de compétitivité. Les emplois aidés, c'est de l'aspirine, c'est un antidouleur. Ça ne guérira pas l'économie française. Ce qui guérira l'économie française, c'est une politique de compétitivité. Et de ce point de vue, eh bien, le gouvernement a les mots de la compétitivité, mais absolument pas les actes. Quand on fait une réforme des retraites où on augmente les cotisations pour renchérir le coût du travail, on détricote complètement la compétitivité. Quand on annonce un crédit impôt compétitivité emploi et qu'on enlève 13,6 milliards d'allègement de TVA, de charges sociales, la TVA sociale, qu'on enlève les 13,6 milliards pour mettre un crédit d'impôt qui ne rentrera en vigueur qu'en 2014 et qui pour l'instant ne touche personne, vous voyez bien qu'on va contre la compétitivité, la création d'emplois marchands, d'emplois dans l'économie réelle. Mais ces jeunes, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi pour les aider? Le chômage des jeunes, c'est un fléau qui touche d'ailleurs plusieurs pays d'Europe. Certains ont réussi à mettre au point des mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je vais vous donner un exemple. L'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour financer les emplois d'avenir, les régions prennent les crédits dédiés à l'apprentissage. En Ile-de-France, 13 millions d'euros d'argent donné par le gouvernement de Nicolas Sarkozy à la région pour augmenter l'apprentissage, qui sont pris pour aller faire des emplois d'avenir. Est-ce que vous croyez vraiment que l'avenir des jeunes, c'est dans des contrats de 1 an, de 2 ans, dans le secteur public? Ces contrats vont s'arrêter un jour. Est-ce que vous ne croyez pas que l'avenir des jeunes, elle est dans l'apprentissage en entreprise? Avec un vrai métier et une vraie qualification. Je reprends vos mots, on se dit la vérité. Vous seriez aujourd'hui présidente de la région Île-de-France. Je crois que vous aimeriez avoir, en tout cas pour 2015. Vous embaucheriez des emplois d'avenir ou pas? Mais je n'irai certainement pas prendre les crédits de l'apprentissage pour les mettre sur les emplois d'avenir. Mais on peut embaucher des emplois d'avenir, mais ça ne peut pas, je vous dis, c'est de l'aspirine. Oui, à de l'aspirine pour les maux d'urgence. Baisser le taux de chômage. Mais le sujet, le sujet, c'est la création d'emplois marchands dans les 10 ans qui viennent. Si vous voulez donner un avenir à vos enfants, il faut que les entreprises continuent d'investir en France, de créer de l'emploi en France. Le gouvernement dit qu'il faut aider aussi ceux qui n'ont pas forcément... Si j'étais présidente de la région Île-de-France, voilà, je créerais des aides supplémentaires pour l'apprentissage. Je soutiendrai les PME en difficulté. Je mettrai le développement économique comme une priorité. On est la dernière région de France quasiment sur le développement économique. Est-ce que vous croyez que tout ça est sérieux? On va parler d'autre chose, Valérie Pécresse. On va aller au Sénat cette fois. Mais les sénateurs se rebiffent. Au Sénat, le texte sur le non-cumul des mandats a été adopté, mais largement amendé, puisque les sénateurs ont fait voter des amendements qui leur permettent une forme d'exception pour eux-mêmes. Compte rendu de séance pour le moins hippique avec Flora Sauvage. 23h35, le Sénat passe à l'attaque. Nous en venons par conséquent à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Les sénateurs examinent l'amendement des radicaux de gauche. Objectif, maintenir la possibilité de cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat local. Il nous reste la nécessité de dire par un amendement, disant une chose claire, simple, qui n'est aucunement excessive, de dire que tout sénateur aura la possibilité de conserver un mandat exécutif, que ce local, que ce soit maire ou président d'intercommunalité ou président d'un exécutif départemental ou régional. Adopté par 211 voix contre 83, c'est un baroud d'honneur pour le gouvernement. Au sein du groupe socialiste, 25 sénateurs ont voté contre l'avis du gouvernement. Face à cette opposition, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a choisi la fermeté. Vous savez, le Sénat, dans les années 20, dans les années 30, avait refusé ce que l'Assemblée nationale proposait à l'époque, le droit de vote pour les femmes. Le Sénat a refusé il y a quelques semaines le scrutin binominal qui instaure pour les élections départementales la parité absolue. Ça rentre dans les faits puisque l'Assemblée nationale l'a voté. Parfois le Sénat, qui est une chambre qui travaille très bien avec des rapports, des textes de loi, des débats qui sont intéressants et passionnants, oublie qu'il y a des mouvements dans la société. Dans les rangs de l'UMP, on se félicite de l'échec du gouvernement, mais on n'apprécie guère le style de Manuel Valls. La méthode du ministre et le ton qu'il a employé, particulièrement agressif, j'allais dire menaçant, est absolument intolérable. Nous ne céderons pas aux pressions et je pense que le match n'est pas terminé. Il y a d'abord le vote à l'Assemblée nationale. Bon, on peut imaginer qu'il soit assuré. Puis il y a le recours au Conseil constitutionnel. En attendant, le Sénat doit voter le projet de loi d'ici à vendredi, avant que l'Assemblée nationale ait le dernier mot.
Alors justement, l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, elle risque évidemment de refaire basculer tout ce qui a été voté au Sénat. Vous êtes pour, vous êtes contre? Qu'est-ce que vous allez voter, vous, à l'Assemblée? Alors moi, je suis, à titre personnel, contre le cumul des mandats, mais je suis aussi contre la loi, et je m'en explique. Aujourd'hui, les parlementaires sont des nains politiques, institutionnellement, depuis toujours. C'est-à-dire qu'un parlementaire, et vous le savez ici à la LCP mieux que quiconque, c'est une secrétaire, un collaborateur, un petit bureau, une petite permanence, pas de budget, pas d'équipe, rien, aucun moyen de contrôler le gouvernement, aucun moyen de réaliser un vrai projet de loi, surtout quand on est dans l'opposition et qu'on n'a pas la force des commissions. Et face au ministre, on est évidemment vraiment tout petit. Donc je comprends de ce point de vue l'affront des sénateurs qui expriment cet attachement au cumul qui leur permet en réalité de faire de la politique correctement. Donc aujourd'hui, il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout de sa logique. S'il veut le non-cumul, il faut faire un vrai statut du parlementaire, peut-être diviser par deux, c'est ce que je propose, diviser par deux le nombre des parlementaires, mais leur donner des vraies équipes. Aux États-Unis, en Allemagne, un parlementaire, il sait faire une loi, il peut contrôler un ministre, il peut vraiment, j'allais dire, exercer un vrai pouvoir démocratique. Il est un contre-pouvoir. Vous me dites oui, vous me dites non. La loi telle qu'elle a été votée au Sénat qui permet cet amendement pour garder le cumul des mandats, vous voterez oui, vous voterez non à l'Assemblée? Non, mais moi je voterai contre le texte, mais je ne suis pas favorable au cumul. On a l'impression qu'il y a deux visions de la République qui s'affrontent avec d'un côté un peu les chevronnés du terrain et de l'autre plus les experts. Pour vous, qui a le plus de légitimité? Non mais aujourd'hui, quelle est la logique de François Hollande? On la voit très bien. C'est de faire de l'Assemblée nationale et du Sénat des lieux où on ne retrouvera plus que des apparatchiks politiques. Vous enlevez le cumul, donc plus d'ancrage territorial, vous rajoutez la proportionnelle, donc des scrutins de liste, avec des listes faites par les partis politiques, vous n'aurez plus à l'Assemblée que des apparatchiks qui n'auront jamais vu la vraie vie. Eh bien moi je refuse ce système. Je pense que les députés doivent avoir un ancrage territorial, mais avoir une vraie équipe qui leur permette, face à des barreaux locaux, des grands-maires, des présidents de conseil général, des présidents de conseils régionaux, de pouvoir dire des choses fortes et agir. Qu'est-ce qui vous choque le plus, le cumul des mandats ou le cumul des indemnités? C'est quoi la vraie question? Mais ça n'a rien... C'est ni le cumul des mandats, ni le cumul des indemnités. Le sujet, c'est comment est-ce qu'un député ou un sénateur peut faire la loi et contrôler le gouvernement? Quels moyens vous lui donnez? Vous lui donnez quoi? Un demi-quart de bureau, même pas un abonnement à la presse, 7 000 € de crédit pour payer des collaborateurs en Ile-de-France? Ça veut dire quoi? En Allemagne, on a combien de collaborateurs quand on est député? Combien on a de collaborateurs quand on est député aux États-Unis? Moins de problèmes, moins de ministres aussi, et plus de charges pour les parlementaires. Ah non, mais moi, vous avez vu ma proposition. Moi, je propose qu'on supprime les secrétaires d'État et qu'on ait des députés secrétaires d'État qui soient membres du Parlement et qu'on économise tous les frais de secrétariat d'État. Je propose qu'on divise par deux le nombre de ministres. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un remaniement, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, ils disent oui, on va faire un gouvernement resserré, 15 ministres, on voit que c'est jamais possible. Oui, ça n'est pas possible parce qu'on a besoin de trois choses. Un ministre a besoin de trois choses. Aller à Bruxelles, aller au Parlement et aller en province. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ministre, si vous voulez que 15 ministres, vous devez avoir ces députés secrétaires d'État qui vous permettront de ne pas avoir des secrétariats d'État, des sous-ministres, mais d'avoir un lien vraiment avec le Parlement. On parle d'un autre sujet au cœur de votre livre, l'impôt. Avec ce couac au sommet de l'État, François Hollande qui promet une pause fiscale dès 2014 et 3 jours plus tard, Jean-Marc Ayrault qui affirme que la pause n'aura lieu qu'en 2015. Écoutez d'abord ce qu'en pense Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Je suis ministre du Budget, je ne suis pas ministre des approximations. Donc je veux donner des informations justes. Il y a ceux qui informent et ceux qui font peur. Le chiffre de 2013, nous l'aurons dans quelques jours, nous le rendrons public et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'a rien à voir avec le chiffre qui a été diffusé. Alors depuis plusieurs jours, la droite et la gauche se renvoient aussi la responsabilité de l'augmentation des impôts. Est-ce que vous regrettez le gel du barème de l'impôt sur le revenu? Attendez, soyons très clairs. C'est pas le gel du barème qui fait qu'il y a 1 200 000 Français de plus imposés cette année. C'est la refiscalisation des heures supplémentaires et la baisse du quotient familial. Ensemble. Non, mais attendez, je réponds tout à fait à votre question. Nous avons fait voter en 2011, pour 2012, la première année de gel du barème. Nous avions calculé qu'il y aurait 300 000 Français de plus dedans. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait voter? Une décote, un mécanisme qui fait que dans la première tranche, vous ne payez pas d'impôt si vous rentrez dans l'impôt. Donc, nous avions prévu, nous l'avions évité. Qu'est-ce qui se passe? La gauche arrive
en juin 2012. Et qu'est-ce qu'elle décide? De maintenir ce gel du barème, mais de refiscaliser les heures supplémentaires. Et là, tout explose. Parce que vous voyez bien que des salariés très modestes qui font des heures supplémentaires se sont retrouvés du coup dans le barème de l'impôt sur le revenu. C'est ça qui a fait exploser le système. Et la gauche a maintenu le gel du barème la deuxième année. Donc qu'ils ne viennent pas nous expliquer qu'on est encore responsable de leur turpitude. La suppression d'une niche fiscale, est-ce que pour vous c'est une hausse d'impôt ou pas? Les niches fiscales peuvent pas être globalisées. Ouais. Il y a des systèmes qui sont très intéressants pour créer de l'emploi. Je vous donne un exemple, les emplois à domicile. Nous avons une très fausse vision de la défiscalisation des emplois à domicile. Aujourd'hui, le gouvernement en a une très fausse vision. Pourquoi? Parce que si vous êtes un chef d'entreprise et que vous employez un salarié, tout son salaire et ses charges seront en baisse de votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes patron d'un salarié qui vient à domicile ou d'un employé de service à la personne, vous devriez pouvoir défiscaliser l'intégralité de son salaire et de ses charges. C'est évidemment pas ce qui est fait aujourd'hui. On va parler aussi de fiscalité écologique. Vendredi, on passe au vert. François Hollande a ouvert la seconde conférence environnementale du quinquennat. Elle va durer 2 jours. 14 ministres présents au menu, la politique de l'eau, la biodiversité, l'éducation. Il évoque aussi la transition écologique. Écoutez le chef de l'État. La transition énergétique n'est pas un choix de circonstance, n'est pas un compromis, n'est pas une négociation. La transition énergétique, c'est une décision stratégique. Ce n'est pas un problème, c'est la solution. Si nous n'agissons pas, la planète connaîtra avant la fin du siècle un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, voire à 4 degrés. Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que l'heure est venue de faire la transition énergétique? Mais moi, j'aimerais savoir de quoi on parle. Parce que d'abord, j'ai le sentiment que cette conférence environnementale va surtout se transformer en conférence fiscale. Et qu'à la fin, on aura encore des hausses d'impôts. Donc, nouvelle taxe, c'est ça que vous voulez mais dire? Oui, mais l'écologie... Sur le diesel, par exemple, sur d'autres choses. Bon, enfin, plus d'impôts, c'est pas plus d'écolo. Je suis désolée, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, si vous me parlez d'énergie, moi, je vous dis 2 choses. Je vous dis que aujourd'hui, il y a 3 défis à remplir. Le défi de la protection de l'environnement, mais aussi le défi de l'indépendance énergétique de la France et le défi du pouvoir d'achat, de l'énergie pas chère. Donc c'est ces 3 défis qu'il faut résoudre ensemble. Donc on ne peut pas séparer la question environnementale de la question de l'indépendance énergétique de la France et de la question du pouvoir d'achat. Ce qui pose le bilan du nucléaire, par exemple, ou le bilan du gaz de schiste à étudier et pas à condamner par avance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez essayé de réformer la fiscalité écologique, de prendre certaines mesures. Pourquoi ça n'a pas marché? La taxe carbone, par exemple. La taxe carbone, elle a été censurée, vous le savez, par le Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'on peut... Qu'est-ce que c'est l'impôt? L'impôt, c'est simple. C'est un instrument pour changer les comportements. Mais il faut faire très attention. Je prends l'exemple de la fiscalité diesel. Moi, je propose une règle d'or fiscale qui consiste à ne pas changer un impôt plus d'une fois en 5 ans et surtout à ce qu'il n'ait pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire que si vous avez pris une décision avec un impôt, on ne puisse pas changer les règles du jeu. Le diesel, c'est un bon exemple. On a poussé les Français à acquérir des diesels parce que c'était moins cher, le carburant, le gasoil. Et maintenant, on change les règles du jeu. Moi, je pense qu'il faudrait un temps de latence, 1 an, 2 ans, avant de changer les règles du jeu pour que les Français puissent changer de voiture. Valérie Pécresse, vous aimez le cinéma, les séries, vous aimez tout ça? Ah, je suis cinévore, on peut dire ça comme ça. Il y a une nouvelle rubrique cette année dans Parlement Hebdo qui s'appelle Le Plus de l'Hebdo et on va s'intéresser justement à ce phénomène des séries qui envahissent le petit écran. Je vous propose de regarder ce petit jingle et on va voir le sujet juste après. Cette série s'appelle House of Cards. Elle nous vient des États-Unis. Elle est diffusée en ce moment sur Canal+. Et elle dévoile la politique américaine et surtout le dessous des pouvoirs. Simon Barbary nous explique tout ça. Il fixe la caméra avec le sourire en coin de celui qui en a vu d'autres. Manipulateur, machiavélique, cynique et pourtant presque sympathique, Kevin Spacey est le héros de la nouvelle série américaine très politique House of Cards.
Tout politicien qui recueille 70 millions de votes touche à quelque chose de plus grand que sa personne, de plus grand que moi, même si ça me fait mal de l'admettre. Regardez ce sourire de vainqueur, ce regard confiant. J'en ai très tôt fait mon poulain et j'ai su me rendre indispensable. Après 25 ans au Congrès, j'arrive à savoir dans quel sens souffle le vent. L'acteur oscarisé incarne Frank Underwood, un représentant démocrate du Parlement américain, pressenti pour devenir le futur secrétaire d'État, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Le poste lui passe finalement sous le nez. Frank Underwood va alors méthodiquement préparer sa vengeance. Ce qu'un martyr souhaite plus que tout, c'est un fer sur lequel s'empaler. Alors, vous aiguisez votre épée, vous la tendez juste au bon angle et décomptez 3, 2, 1. La série House of Cards nous montre l'envers du décor de l'exercice du pouvoir. Dans les arcanes de la Maison-Blanche, les intérêts personnels passent avant ceux de la nation. Et le scénariste Beau Willimon, lui-même ancien conseiller politique, l'assure, son histoire colle au plus près à la réalité. Stamper! Nous avons d'excellentes relations de travail avec Marty. Enfin, jusqu'ici, vous avez vu, il a son caractère. Bon, en général, j'arrive à composer avec et à le raisonner, mais je l'ai peut-être poussé trop loin. Ce qui m'inquiète parce que les amis font les pires ennemis. Après avoir vu les premiers épisodes de la saison 1, on ne peut alors s'empêcher de paraphraser cette question de l'acteur Kevin Spacey. Préférons-nous avoir des dirigeants honnêtes mais impuissants ou des hommes et des femmes à la moralité douteuse mais qui font bouger les choses? Voilà, c'est la série du moment, vous la connaissez peut-être? J'ai pas malheureusement eu le temps de la regarder, mais je l'achèterai dès qu'elle sera disponible. Pour répondre à la question de Kevin Spacey, est-ce qu'il vaut mieux un dirigeant honnête et impuissant ou un homme à la moralité douteuse mais qui fait bouger les choses? Je crois que le cynisme n'est pas le seul moteur de l'engagement politique, je ne le crois pas. En revanche, je pense que maintenant on n'a plus le choix. Comme dirait Churchill, il faut arrêter de dire qu'on a fait de notre mieux, il faut réussir ce qui est nécessaire, donc il faut faire bouger les choses. Mais je ne suis pas favorable à mettre au pouvoir des gens à la moralité douteuse pour autant. Et ça se passe comme ça, vraiment dans le pouvoir, vous qui avez connu un petit peu tout ça. Il y a des gens comme Kevin Spacey, en tout cas dans ce rôle. Mais écoutez, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu le film. Les extraits. Non, mais le fait qu'il y ait des rapports de force en politique, qu'il y ait des stratégies en politique, mais il y en a dans la vie. Enfin, je veux dire, dans toute organisation humaine, il y en a. Dans les familles, dans l'entreprise, il y en a partout. Non, mais la politique, c'est quand même connu pour être costaud. La politique, c'est particulièrement violent parce que c'est l'accès au pouvoir et parce qu'on est particulièrement exposé. Les attaques sont particulièrement violentes et puis elles vous touchent dans votre intégrité et puis elles se font surtout à une échelle absolument mondiale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un président des États-Unis qui dérape, un candidat, enfin, et voilà, les résonances sont mondiales. Donc le choc pour la personne est mondial. Donc c'est évidemment, j'allais dire, le plus brutal des métiers. Le côté obscur du pouvoir, ça existe vraiment ou c'est uniquement dans les films ou les séries? Mais il y a un côté obscur chez tout le monde d'ailleurs. Je crois que c'est Jérôme Cahuzac qui l'a dit. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Mais j'espère que ça n'est pas la généralité chez les politiques. Merci Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée. Cathy, on se retrouve la semaine prochaine? La semaine prochaine, très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.